Bonjour mesdames et messieurs, en ce 1er mars 2020. Pour nous, c'est presque le printemps, vous savez, avec le soleil que l'on voit présentement, c'est absolument fantastique. On aimerait ça qu'il fasse aussi chaud que ça en France. Non, non, c'est froid, on a du très beau soleil, c'est une journée fantastique. En attendant que vous puissiez arriver, parce que j'étais tantôt, j'avais fait un essai, puis je voyais personne, c'est que j'étais en mode confidentialité. Alors, j'ai arrangé les choses, réparé ça. Il y a des gens qui me demandaient, concernant le coronavirus, écoutez, je vais être très bref là-dessus, prenez ça comme une grippe ordinaire, d'accord? Je veux dire, si vous commencez à écouter ce que vous voyez à la télévision, moi je vais avec mon ma voyante, je dis, il n'y a rien là, d'accord? Alors, soyez rassurés là, concernant... c'est sûr que quand un virus passe des animaux à l'être humain, faut toujours se méfier un tout petit peu. Moi, je vous dis tout de suite, il n'y a rien là. Fait que le pire qui peut vous arriver, c'est que si vous avez un mauvais système immunitaire, il peut avoir un problème. Mais si vous avez un système immunitaire à peu près comme tout le monde, la majorité des gens, il n'y a pas de problème. Fait que, oubliez ça. Oubliez de la manière que les journaux et la télévision amènent du sensationnalisme habituel, parce que c'est leur moyen à eux de gagner leur vie, puis d'avoir des commanditaires, puis c'est parce qu'ils sont tous en train de crever à travers le monde. Les journalistes, la télévision, la radio, écoutez, je crois pas que c'est caché, je crois que les gens en Chine ont pris les bonnes mesures. On ne peut pas empêcher la propagation d'un virus à travers le monde. Ça, c'est clair et net. Maintenant, on regarde le nombre de décès, c'est pas beaucoup. D'accord? Alors, on pourrait dire qu'une grippe ordinaire, c'est à peu près l'équivalent. D'accord? Alors, les gens qui sont pressés là, pour les vaccins puis faire de l'argent avec tout ça, là, moi, je vous dis, arrêtez de vous en faire avec ça parce que vous en faites pour rien. Fait que fiez-vous à mon intuition, fiez-vous à ma voyance de ce côté-là. Il y a aussi quelqu'un qui m'avait posé des questions lorsqu'on rencontre des plans parallèles, donc des anges. En l'occurrence, c'était des anges. C'est la question qui m'a été posée. Est-ce qu'il y a un danger? Ça dépend. Je veux dire, c'est la même chose avec des êtres humains. Vous pouvez rencontrer des êtres humains qui sont intéressants. Vous pouvez rencontrer des êtres humains qui le sont moins. Donc, ça prend une intuition pour communiquer avec les autres plans et avoir l'intuition de filtrer ce qui est intelligent de ce qui ne l'est pas. Il y a des gens qui entendent des voix, qui communiquent avec d'autres plans. Puis ils disent, bon, ben, prends un revolver, puis c'est... Si la personne n'est pas assez puissante pour comprendre que c'est pas intelligent, parce que Dieu lui a demandé ça, il y a un problème. Il faut être capable de filtrer l'être humain, il faut être capable de filtrer les autres plans. C'est la même chose. C'est tout simple que ça. Il y a des animaux qui sont mauvais. Puis il y a des animaux, il y a des chiens qui ont des bons caractères, puis il y a des chiens qui ont de mauvais caractères. Il y a des chats qui griffent à rien, il y a des chats en général qui sont très très doux. Alors, c'est la même chose avec les plans. Ça prend une intuition pour communiquer avec ces plans-là. Ça prend une possibilité d'entrer en contact avec ces plans-là. Et quand vous avez le contact, ben, vous regardez le discernement. J'ai vu beaucoup de gens qui laissent la porte ouverte à l'au-delà, à d'autres plans, et finalement se retrouvent dans toutes sortes de troubles. Alors, puis il y a des gens que ça peut aider énormément. Moi, je connais quelqu'un qui a gagné 4 millions à la loterie parce qu'elle est inspirée dans un rêve à avoir les numéros de la loterie. Alors, c'est excessivement rare, mais ça arrive. Et vous savez, le paranormal, c'est l'ouverture sur un monde qui est absolument extraordinaire, qui est absolument phénoménal, et qui nous dit simplement ceci, de la réalité présente, on ne connaît pas grand-chose. Parce que le paranormal remet tout en question. Et j'ai un vilain copain à moi qui n'arrête pas de m'appeler paranormand. Et c'est vilain, ça. Je vais voir vos questions immédiates. Je suis content que vous soyez là. On est déjà rendu à 30. C'est un immense plaisir. Ça se peut que je termine un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais je ne sais pas. On va regarder ça. Parce que j'attends du monde. Mais il y a déjà vous. Bonjour Jérémy. Bonjour Guy. Ghislaine. Jean-Luc. C'est un grand plaisir. Baptiste Grosjean. Joanne Saint-Laurent. Diane Dugrenier.
Nicole Bourgoin, on se connaît, je ne vais pas te vieillir, Nicole, là, mais franchement, on se vieillit un peu tous les deux, hein, je pense ça fait 35 ans qu'on se connaît, Nicole, c'est un immense plaisir de te voir. Sébastien, bon plaisir. Angéline, alors écoutez, on peut y aller pour les questions, Nicolas Rondeau, Carole Carleton, c'est un immense plaisir. Bonjour Vincent. Notre grand spécialiste de la lutte gréco-romaine. J'aimerais pas être dans tes bras. Hein. Boum. Voilà. Jeff, mais oui, il forme des champions en lutte olympique. Extraordinaire. Ben, en lutte gréco-romaine, je ne sais pas si ça va aux Olympiques, ça tu m'en parles, mais je sais en tout cas que les jeunes là, gagnent des prix. C'est assez fascinant. Je pense que t'es professeur de conditionnement physique. J'étais pas tellement fort, moi, dans le conditionnement. Ça m'intéressait pas tellement, ça. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Hein. Il y a des gens qui ont des caractères là, fantastiques. Moi, ce que j'aime, vous savez, dans le monde, ce que j'aime le plus, j'aime rencontrer des gens qui sont complètement différents de moi. Parce que ça prouve une chose, que l'univers est infini. Alors moi, ça me dérange pas de rencontrer des gens là, qui pensent tout à fait l'opposé, en autant qu'ils me tapent pas sur les nerfs, avec leurs convictions. On se comprend là. Pour moi, c'est fantastique de rencontrer des gens qui sont différents, dans la mesure où ils vont pas me dire qu'ils détiennent la vérité absolue. Ça, c'est fatigant. Mais les gens qui sont ouverts, moi je suis ouvert écoutez, j'aime rencontrer du monde complètement différent. Moi, je suis pas tellement actif physiquement, je suis obligé de le devenir un tout petit peu. Là. Ça veut dire faire plus de vélo. Mais on a eu des étés extrêmement chauds. Ça, c'est une autre affaire. Faire du vélo à 45 degrés avec le facteur humidex, là. Les 2 dernières étés au Québec, c'était comme amazonien, la chose. C'est peut-être pas tellement agréable. Mais il y a des gens qui sont plus jeunes que ça ne dérange pas du tout. Malgré que j'ai vu des pistes cyclables vides, presque 2 étés. Pas vides à longueur de journée, les gens le faisaient la nuit. La nuit, ils allaient faire du vélo la nuit et le soir. Ils contournaient. Je les voyais le soir. Moi. Comme moi, je le faisais le soir parce que c'était pas aussi chaud. Alors, il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment la boxe. Toutes sortes d'affaires. OK. Alain Gélina, Martine Lorès, si je le prononce bien, L-E, L majuscule, reste, espace R-E-S-T. Ah, la natation, j'en ai fait. J'ai adoré ça. Mais ouais, on en a déjà parlé, sauf que j'avais un empoisonnement à la chlorine. Ça, c'est les gens qui urinent dans l'eau. Avec le chlore, ça se transforme en chlorine. Donc, en 2005, 2004, 2005, 2006, je pensais enfin être sportif, être un athlète, jusqu'à temps que les poumons, ce soit vraiment horrible. Donc, finalement, j'ai déjà été fumeur et c'est la natation. J'ai lâché ça en 2002, la cigarette. Sauf que la natation est en train de me tuer. C'est un sport pour me mettre en forme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les autres plans, là. Les autres plans. Stéphane, grand plaisir. Bon. Alors, on y va pour le paranormal. Je vous ai connu à Québec en 1982. J'ai pas donné beaucoup de conférences à Québec. J'en ai donné quelques-unes. J'en ai pas donné énormément. Je suis pas tellement sorteux. Avec l'électronique, là, aujourd'hui, c'est-à-dire, les conférences à Québec, j'en ai donné deux peut-être 3. Attendez, l'iPad me dit de revenir mettre ça placé droit. Bonjour, j'aimerais te parler du prochain Reset Milan de 3 jours. Si vous me posez, Nicole, la question, là, je suis pas sûr de la comprendre. Bonjour, pourrais-tu nous parler du prochain Reset Milan? Moi, je vais vous dire la vie. Je vais employer le mot vibration. Je vais aller sur un autre plan, OK? Bon, je vais aller vous chercher ça ailleurs pour répondre à vos questions. C'est très difficile de faire un reset pour l'être humain. D'abord, pour commencer, le mot reset appartient à l'informatique, ce qu'on appelle un reboot.
Alors, nous, on vit dans l'ère informatique et on utilise des termes qui appartiennent à l'informatique. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On n'est pas des machines. D'accord? On n'est pas juste des machines. D'accord? Quand on passe à la conscience, le mot reset puis reboot, j'aimerais ça que ça reste dans le domaine de l'informatique. L'être humain, c'est un animal sophistiqué. Je vous avertis, ça ne vous fera pas plaisir. Ça ne vous fera pas toujours plaisir. C'est un animal sophistiqué qui a la faculté d'être malheureux et d'être sadique, d'être envieux, surtout envieux, possessif, rarement bien dans sa peau, parce qu'il regarde toujours les autres, puis il est malheureux de voir qu'il n'a pas tout. Donc ça, c'est l'animal chez l'être humain. Les animaux qu'on rencontre habituellement, les animaux dans la nature, ils vont tuer pour se nourrir. L'être humain peut tuer par plaisir. Vous avez simplement qu'à regarder les 100 000 dernières guerres qui sont passées sur la Terre, qui ont été organisées. Et l'armement, partout dans le monde, c'est la chose qui est la plus coûteuse, dans laquelle on investit le plus. Alors, peu importe la révolution sociale, l'être humain n'est pas dans la collectivité, il ne possède pas assez d'intelligence dans la collectivité pour être capable de faire ce que vous appelez un reset. Autrement dit, même si vous, en politique, même si vous avez peut-être une certaine évolution, même si c'est une grande révolution ou évolution, ça ne veut pas dire que l'être humain ne restera pas un voleur, ne restera pas un individu qui va envier son prochain. Je veux dire, il faut passer à une nouvelle conscience. La nouvelle conscience, elle se fait individuellement, elle ne peut pas se faire collectivement. Ça ne veut pas dire de vous détacher de la politique. Ça veut vous dire qu'avant qu'une société humaine, c'est pour ça que j'aime pas m'identifier à l'être humain. Quand je dis je me sens pas humain, je veux pas appartenir à l'inconscient collectif animal sous-développé d'une inconscience collective qui mène nulle part. Parce que justement, il n'y en a pas de reset. Il peut y avoir des périodes de prise de conscience, mais elles ne sont pas suffisantes parce qu'elles ne sont pas occultes. Elles sont poussées par des gens qui vivent des situations de vie financière qui ne leur plaît plus. Puis à ce moment-là, tout le monde descend dans la rue. C'est valable, il faut que ça se fasse, c'est noble. Mais c'est pas parce qu'on descend dans la rue aujourd'hui que ça va amener une grande révolution de la conscience humaine dans 30 ans. C'est ça. Nous n'avons pas la capacité de faire passer l'intelligence d'une génération à l'autre et la génération suivante, 2 générations, oublie. C'est un peu comme si je parlais des groupes comme les Beatles, puis que je disais à des gens 70 ans plus tard, regarde, c'est extraordinaire. Pas sûr que ça va intéresser les gens dans 50 ans. Pourtant, je les considère parmi les plus grands musiciens du 20e siècle. Est-ce que les gens se souviennent? Pas nécessairement. C'est la même chose pour les conditions évolutives d'une civilisation. Il y a une évolution qui se fait parce qu'il y a des besoins dans l'instant de cette évolution-là, mais ça n'empêche pas nécessairement des dictatures qui peuvent se produire dans 40 ans. Et c'est la raison pour laquelle l'être humain qui est intelligent le devient en lui-même, pour lui-même. Donc, c'est pas égocentrique, mais il le devient pour lui-même. Parce qu'il a l'expérience, non pas d'une croyance, mais il a l'expérience d'un vécu qui lui permet d'avoir la conviction de ce qu'il est en tant qu'être, en tant qu'absolu. Et à ce moment-là, l'individu quitte la croyance pour passer à un savoir absolu. Donc, il sait. Il ne croit plus et il détruit les religions parce qu'il n'a plus besoin de s'accrocher après aucune forme.
qui le supporte psychologiquement parce qu'il est assez fort pour se maintenir à partir de sa propre expérience puis de sa propre intelligence. Là-dessus, je passe à vos questions. Alors, quand un être humain est dans son absolu, il ne peut plus rien mettre en doute parce qu'il possède une certitude. Sauf que la certitude d'un être humain ou celle que vous avez aujourd'hui n'est pas nécessairement la certitude d'un être humain dans 30 ans, dans 40 ans. On ne peut pas transmettre de la certitude. On peut la vivre, mais on ne peut pas la transmettre. C'est pour ça qu'une grande évolution sociale se fait sur des milliers d'années et plusieurs milliers d'années. Et si vous regardez l'être humain, je ne crois pas que depuis les 2000 ou 3000 dernières années, qu'il y a eu une immense évolution. Il y a eu une évolution scientifique, ça certes, très grande, très belle. Mais une évolution de l'être, je peux dire ceci, l'être se pose sensiblement les mêmes questions qu'il y a 4000 ans. Les Amérindiens et les gens d'autrefois avaient une connexion plus facile avec les conscients collectifs, puis avec la nature. Et nous, on se croit des dieux parce qu'on se promène en grosse bagnole, puis qu'on a des grosses maisons, puis qu'on aime à démontrer qu'on possède ceci, qu'on possède cela, qu'on est ceci, qu'on est cela, puis finalement, tout le monde est triste à quelque part. Parce que les raisons pour le bonheur d'un individu, c'est beaucoup plus que tout ce qu'on vient de dire là. Ça prend un vécu. Ça prend un vécu avec le monde de la mort. Ça prend un vécu avec certains plans de conscience. Puis là, vous allez comprendre à ce moment-là qu'une civilisation ne peut pas se rebooter ou se faire un reset, même pas à tous les 1000 ans, avec une grande facilité. La race humaine, c'est pas fait pour être vite, c'est un animal divinisable. Pour l'instant, l'être humain, il est divisable. C'est très facile. Vous avez juste à parler de politique avec quelqu'un, puis c'est fini. Tout le monde est divisé dans la maison. C'est un animal divisable. Devenir divinisable, ça vous concerne personnellement. Être divisable, ça concerne au fait qu'on ne peut plus parler à sa famille ou on ne peut plus quasiment plus parler à personne parce que les gens émotivement n'ont pas de maturité, n'ont pas la capacité d'absorber. Pour avoir une capacité d'absorber, il faut avoir une connexion. Puis la capacité d'absorber, ce n'est pas les émotions que va l'avoir, ça va être l'intelligence de l'être humain. Hommes, femmes, qui seront nouveaux, qui seront dans leur intelligence. Je m'en vais voir un petit peu vos questions ici. Ah, Sébastien Brou-Lepitre. Regardez ce que ça va dire. Seriez-vous enclin à croire que la matière est une mémoire, un rêve, séparation, et que finalement, le seul but du rêve est de se rappeler la vérité? Il y a plusieurs questions là-dedans. Non. Seriez-vous enclin à croire à la matière? Que la matière est une mémoire? Philosophiquement parlant, ce n'est pas tous les philosophes qui croient à l'existence de la matière. Moi, personnellement, je crois que la matière est une représentation, que c'est un matériau et qu'on rencontre les représentations à l'extérieur de nous, qui nous semblent être à l'extérieur de nous, qui, en fait, est la représentation de la relation que nous avons avec notre inconscient. Je vais essayer d'être simple, parce que je suis obligé de mentaliser tout ça pour vous l'exprimer. En astrophysique, il n'y a pas tellement longtemps, on découvre la matière noire. Puis c'est un grave problème, parce qu'on ne peut pas la voir. Elle existe, elle a un champ gravitationnel, parce que normalement, quand on regarde une galaxie comme la nôtre, qui est étendue sur 100 000 années-lumière, peut-être un peu plus, normalement, on va commencer par notre système solaire. Je vais être simple, promis, je vais vous dire ça simple, mais pas faire d'erreur, d'accord? Parce que je ne suis pas pire en astrophysique. Donc,
on a nos planètes, là, on a Mercure qui tourne très vite autour du Soleil, on a Vénus qui tourne un petit peu moins vite, puis on a la Terre, hein, 365 jours. On a Mars, hein, ça prend un petit peu plus de temps, puis Mars, avril, mai, juin, toutes les autres planètes, jusqu'à Uranus, Neptune et Pluton, qui vont tourner très, très lentement autour du Soleil. On se comprend? Dans le cas des galaxies, retenez ça, là. Le centre et le bord de la galaxie, sur 100 000 années-lumière, tournent presque à la même vitesse. Donc, les lois de gravité ne fonctionnent plus. Alors, ça fait dire aux astrophysiciens, comment se fait-il qu'au centre de la galaxie, ça ne tourne pas plus rapidement que sur les côtés? Il y a donc une autre matière qui va faire tourner la galaxie à peu près, dis-je, à la même vitesse. Le problème, c'est que pour ça, ça prend un champ gravitationnel, une matière qu'on ne voit pas. Alors, qu'est-ce qui se passe comme phénomène ici? Que se passe-t-il? Je finis par le dire. Ben, c'est tout simplement que pour moi, la matière noire représente l'inconscient personnel de l'être humain projeté dans la représentation de l'espace. Alors ça, c'est pour vous dire que la matière, pour moi, est un jeu de l'esprit que nous donnons, c'est-à-dire qu'elle existe à deux niveaux. Nous donnons une représentation du monde comme une entente pour dire, voilà, ceci est le monde. Il y a la seconde représentation, c'est-à-dire que je me donne le monde à percevoir en tant qu'individu, parce que l'univers, le monde et les gens représentent la rencontre de mon conscient avec mon inconscient, donc mon langage à travers moi-même. Et une fois que l'inconscient est totalement éliminé, je rencontre donc un monde qui s'ajuste parfaitement à mon être. Donc, la parapsychologie, et c'est là qu'elle joue un rôle très important, parce qu'on ne peut pas la décrire. Il n'y a personne qui peut décrire de la parapsychologie, sauf que je peux vous donner des bonnes indications. La parapsychologie commence là où la matière est remise en question. Parce que peut-être que la matière, ce n'est pas ce qu'on pense. Et peut-être qu'elle n'existe même pas. La matière est une idée. Je suis présentement assis sur une idée. Vous allez me dire, oui, mais normalement, c'est solide ton idée. Oui, mais dans le fond, si vous regardez au niveau de la physique des particules, même pas là, au niveau des microscopes électroniques, vous allez vous apercevoir que je suis assis sur des atomes et qui ont beaucoup d'espace entre eux et qu'ils ont une faculté électrique de repousser mon corps et de donner l'impression que c'est solide. Alors même au niveau de la physique ordinaire, des mathématiciens, il n'y a pas personne qui peut contredire ce que je viens de dire là, pour la simple raison que ça vient des mathématiciens et ça vient de la physique que l'on connaît. Donc, je suis assis sur une représentation de milliards d'atomes avec beaucoup d'espace qui possèdent un champ électrique repoussant mon corps. Alors, tout objet n'est rien d'autre que des atomes, des agglomérations d'atomes. Et si vous voulez mon idée, puis que je pousse beaucoup plus loin, tous les objets du monde dans lequel je vis représentent une démonstration de mon intériorité. Avec ça, vous allez commencer à avoir un reset. Oui, Nicole Bourgoin, tu as raison. Là, vous avez de quoi avoir un reset, puisque le monde est en moi, et que je ne rencontre que mes représentations, je suis proche ici, très proche de la synchronicité de Carl Gustav Jung. Pourquoi? Je rencontre des gens que je n'ai pas pensé depuis 10 ans et que je les vois se manifester dans la soirée même, où je reçois un téléphone d'eux 10 ans après. C'est simple. Parce que lorsque je pense, le monde pense en même temps que moi, et les gens qui m'appellent que je n'ai pas vu depuis 10 ans m'ont ressenti. Donc, la pensée est un émetteur dans un monde d'énergie. Et cette énergie-là n'est pas juste de la matière. C'est comme si nous vivions et comme nous étions tous le même être.
et qu'on était comme on avait comme l'idée qu'on était séparés du monde, alors qu'en fait, on ne peut pas penser, on ne peut pas exister sans être totalement le monde. Parce qu'on est totalement le monde et qu'il n'y a pas de séparation. Mais on a une impression de séparabilité tant que nous ne passons pas à la conscience. Donc, il y a cette impression qu'il y a nous, puis qu'il y a le monde, qu'il y a moi et l'autre, alors que l'autre n'est pas quelque chose de réel. C'est une perception de nous-mêmes, projetée, qui va nous raconter nos propres problèmes. Pourquoi pensez-vous que les gens, soi-disant passant de votre famille, peuvent tant vous atteindre? C'est parce qu'ils vous connaissent très bien. Pourquoi il y a des gens que vous n'avez jamais rencontrés qui peuvent vous dire de très belles choses, et même des choses parfois très blessantes? Pourquoi pensez-vous qu'ils peuvent vous dire que vous venez de vous acheter un sac à main ou des souliers, puis qu'ils ne le savent pas, et puis qu'ils sont capables de dire « Ah, ils sont beaux tes souliers ». Puis 3 semaines après, il n'y a plus personne qui va en parler de vos souliers, de votre sac à main. Pour quelle raison? Mais parce que vous n'êtes pas séparés du monde. Et lorsque vous pensez, les autres vous reçoivent continuellement, mais ce ne sont pas tout à fait les autres, puisque c'est aussi vous-même. Donc, je ne suis pas séparé des extraterrestres, je ne suis pas séparé des plans parallèles. Toute forme de séparabilité n'est qu'une forme d'impression d'individu non assumé au niveau de sa conscience. Alors, je pense que ça, quand vous l'aurez réécouté quelques fois, et je le dis sans prétention, ça va vous aider beaucoup. D'accord? Il n'y a pas véritablement de matière, mais il y a beaucoup de manières. On pourrait dire que le monde est une idée et que les astrophysiciens, que les mathématiciens se heurtent à cette idée. Si je dis que le monde est infini et que les astrophysiciens mentionnent que le monde est infini, mais voyons, dans un monde comme représentation d'infinité, mais il va toujours y avoir de l'infini à découvrir. Parce que la caractéristique de l'infini, c'est d'être infini. Donc, impossible à cerner. Autant dans le plus petit que comme dans le plus grand. Est-ce que c'est clair, ça? Puis là, on va voir, à une certaine époque, on va voir la Sainte Vierge apparaître, comme dans les années 20, l'affaire de Fatima, tout ça, 1910, puis on voit des soucoupes volantes qui se promènent dans le ciel, puis qu'on se dit, c'est drôle. Mais saviez-vous que les premières soucoupes, les premiers phénomènes que l'on a vus dans le ciel, juste un peu après la fin de la guerre, c'était des missiles. Sauf que lorsqu'ils frappaient l'eau, ça se transformait en mousse. Et oui, mesdames et messieurs, nos premiers ovnis, c'était de la mousse quand ça frappait l'eau, parce que les gens dans l'inconscient collectif, après la guerre, avaient peur des missiles. Donc, on projetait dans le monde ces idées-là. Alors, il faut comprendre que dans le phénomène ovni, l'étude de la plus extraordinaire, et ça vient aussi de Jacques Vallée, il n'y a pas juste moi qui pense ça, là. Il y a d'autres ufologues qui pensent ça. Il y a une fantastique idée de ce que l'on est comme être. En fait, on ne fait que se rencontrer continuellement soi-même. C'est la raison pour laquelle l'être humain est divinisable. Mais quand il se situe strictement au niveau de la matière et qu'il s'identifie à son compte en banque, il est divisable. Je suis content de mon coup parce que là, ça a sorti. Fait que là, je vais regarder vos questions. Est-ce que, ouais, j'ai parlé de ça un peu cette semaine avec, oui, j'avais une photographie où j'étais un peu déflaboxé, puis j'ai un ami que j'aime beaucoup, puis qui m'avait amené dans un mouvement sectaire. Puis c'est un mouvement sectaire qui croit aux ovnis. Et moi, je m'intéresse aux gens qui s'intéressent aux ovnis parce que je me suis dit, peut-être je peux aller chercher des informations. Mais à l'idée de ce que j'ai entendu, mon copain photographe qui était dans la secte en question, j'étais déprimé, j'étais dépressif, parce que je regardais les gens croire, mais je me dis, mais ils sont tellement loin d'eux, pour être tellement proches d'une croyance qui le vole absolument. En tout cas, moi, je déteste la croyance des gens. Alors, j'étais triste sur la photo, c'est pour ça qu'il est venu le mot secte. Parce que par curiosité, puis les gens que j'ai connus au niveau du phénomène ovni, ceux qui font leur devoir, là, on est allé voir un peu ces gens-là pour leur demander s'ils avaient rencontré des soucoupes volantes. Et pas nécessairement. Pas nécessairement. Il y en a qui en ont vu, mais
c'est pas nécessairement la majorité. Les gens croient surtout par besoin. Mais quand on a un besoin, c'est qu'on a un grand manque intérieur d'absolu. Et on a un grand manque intérieur d'absolu parce qu'on n'est pas en contact avec soi-même. C'est ça qui crée les sectes. Le besoin de l'absolu vient d'un manque d'absolu. Par contre, nous vivons dans un monde, je reviens à Nicole Bourgoin avec son reset, on vit dans un monde où il y a tellement un manque d'absolu que la seule chose qui peut arriver maintenant, c'est un absolu. Pauline Couture, est-ce que les sectes et les religions arrière vont prendre le bord bientôt? C'est personnel. Ça dépend de l'individu. On n'est pas à l'abri d'une civilisation qui peut se mettre à croire au Père Noël. C'est aussi simple que ça. Parce que la sagesse ne se transmet pas d'une génération à l'autre. Autrement dit, moi j'ai connu des modes. J'ai connu toutes sortes de modes. Hein. J'ai connu des modes au début des années 60 où les gens se promenaient nu-pieds. J'ai connu des modes où des gens se promenaient en costume de bain. J'ai connu des modes où les gens s'habillaient très très bien. C'est un autre ça. Là, on est à la mode des tatous, on est à la mode... écoutez, j'ai connu la mode des cinémas, hein, des films, où il y avait quelque chose. Puis aujourd'hui, ce que je vois, ben, c'est des effets spéciaux. Est-ce que je vais aller dire aux jeunes, mais oui, mais écoutez, là, c'est pas du bon cinéma. Ils vont me dire, écoute, mets-toi de tes affaires, nous autres, on aime ça. Ça. J'ai un copain à moi qui a mon âge, il va se reconnaître. Luc, pour ne pas le nommer, il adore, lui, les films de Godzilla. Il a 67 ans. Puis ce qu'il aime, c'est collectionner des anciens films de science-fiction. Puis dans la catégorie des films qu'il aime le plus, c'est Godzilla. Puis surtout quand c'est en caoutchouc, là, avec quelqu'un qui a un costume, là, et que ça fait... Puis ça donne un coup de pied à la ville. Vous allez me dire, Normand, que si tu fréquentes... Il est très intelligent. C'est l'individu, un des individus les plus cultivés. Mais je peux pas y enlever Godzilla. Hein, il y en a qui sont pognés avec toutes sortes de patentes en caoutchouc. Alors, il faut laisser les gens s'amuser. Moi, je n'ai pas à intervenir, dire, écoute, là, je suis pas un individu qui va exercer une censure. Je souhaite simplement que Godzilla ne mange pas. Hein? Bon, il n'y a rien à faire contre ça. Hey, c'est un beau nom, ça, Benoît Conscient. Ben, si Benoît Conscient me regarde, c'est de quoi il parle. Salut Benoît, c'est un très beau nom. Si on pouvait avoir de gens plus conscients, on verrait que Godzilla, ben, il y a un personnage en dessous du costume. La persona, ça veut dire ça. Personne, c'est personne. Persona, en latin, veut dire masque. Une personne, c'est rien. Je sais pas, est-ce que le micro est correct? Oui. La personnalité, c'est rien. C'est un costume d'Halloween, ou un beau costume que l'on porte, mais c'est pas ce que l'on vit, c'est pas ce que l'on est, c'est pas notre connaissance. Le persona est un masque d'accommodation pour le monde, un peu comme la matière est un langage d'accommodation pour le monde. Alors, on se promène beaucoup plus dans des idées qu'on se promène dans la réalité. J'enlève, je remets mes lunettes. Un jour, je vais les souder, je sais pas. L'âme est-elle une énergie suprême solidifiée à la matière? D'abord, je viens de régler le cas de la matière. La matière est beaucoup plus une sorte d'énergie subtile qu'une réalité. Et l'âme n'a pas été solidifiée. L'âme, elle est ajustée à une sensibilité. L'âme, c'est la mémoire personnelle. Et l'âme, c'est aussi la mémoire de l'humanité. Un individu qui gagne en intelligence perd complètement son âme, puis à ce moment-là, il est totalement de l'esprit pur. Donc, il affaiblit l'âme, il affaiblit l'enregistrement de l'humanité en lui pour passer à une intelligence qui est nouvelle. Et à ce moment-là, il y a très peu d'âme dans un individu comme moi, mais il y a beaucoup d'esprit. Parce que sans l'esprit, je serais pas capable de vous faire passer ça cosmiquement. Ça ne pourrait pas circuler.
Je peux pas. Un âme, ça va parler avec sa tête. Un âme va parler au niveau intellectuel. Les intellectuels, c'est comme de l'argent en banque. Ils aiment beaucoup parler. Ils vont raconter. Moi, j'ai rencontré, vous savez, Nietzsche. Tu sais, Nietzsche, là, tu fais juste lire le premier paragraphe, ça te prend déjà une bouteille d'aspirine. Nietzsche, ils vont parler d'un tel, ils vont parler d'un tel, ils vont parler d'un tel. Votre beau costume, belle cravate, mais pas là. Bon. Puis des pas là, on est tanné d'en rencontrer. Moi, je veux rencontrer des gens là, qui sont là. Puis pas trop un costume et une cravate style de veine, mais pas trop serré parce que moi, ça m'étoffe. Le plan morantiel là, et le double éthérique, on va laisser ça à quelqu'un que j'ai connu, parce que là, on rentre dans un langage que personne ne va comprendre. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est parce que je vous allez me lancer dans des affaires complexes que les gens risquent de pas saisir. Corps morantiel, c'est un corps de subtilité qui communique avec des autres plans. Moi, je vous dis ceci, ce qui est très intéressant, c'est... J'avais un ami qui est décédé il y a 2 ans. J'ai fait un petit poème que j'ai écrit. Je pense que certains d'entre vous, vous l'avez lu. Et j'ai demandé à Marie, c'était son nom, j'ai demandé, viens me voir dans mes rêves. Puis j'avais jamais demandé. Et parce que je veux dire, elle est décédée. Elle est rendue sur son plan, elle est rendue dans son expérience. Sauf que je sais que les gens décédés peuvent laisser une mémoire pour nous. Un petit peu comme un disque dur. Vous voyez, on n'en sort pas de l'Internet. Laisse une mémoire. Et j'ai eu accès et je l'ai rencontré immédiatement. Et j'ai passé, j'ai fait plusieurs rêves, donc la même nuit, avec cette personne-là. Et elle chantait et nous chantions tous les deux sur scène. Elle ressemblait beaucoup à Brigitte Bardot. Quand elle était jeune, bien sûr, Brigitte Bardot, des années 50. C'est une très, très, très belle femme. C'est une femme remarquable qui était peintre. Et voilà, elle est venue me visiter. Donc, il n'y a pas véritablement de séparation entre l'âme, l'esprit, le corps morantiel. On dit de Satan qu'il est légion, et nous sommes légion parce que nous vivons au niveau de la... Je vous avertis, ça va être une claque, là. Vous m'enragez avec vos questions extraordinaires, tant pis pour vous autres. Puis là, mon téléphone, mon cellulaire me dit placez ça à droite. Il n'y a pas de séparation. La séparation, elle est inventée par la petite personne inquiète. Il n'y a pas de séparation. Quand on existe au niveau de tous les plans en même temps. Même un niaiseux est totalement conscient que quelque part, il est un niaiseux. Bon. Il n'y a pas de séparation. Il peut y avoir un manque d'expérience au niveau de la connexion psychique. Il n'y a aucune séparation entre les vivants et les morts. Il n'y a pas de séparation entre nous et les extraterrestres. Il n'y a pas de séparation entre nous et les plans éthériques. Il n'y a pas de séparation entre nous et les plans extradimensionnels. On est dans le même plan. Je viens de le dire, nous ne sommes pas de la matière. Nous sommes une manière de penser. Puis quand on vient de savoir ce que je viens de vous dire là, la séparation, elle saute définitivement parce qu'il n'y a plus d'impression de séparabilité. Il y a une totale intelligence qui permet de communiquer avec les plans instantanément. Puis c'est comme ça qu'on accède à toutes les informations. C'est tout. Donc la séparabilité, c'est une idée imaginaire. Quand on passe à la conscience, on me dit, mais comment vous faites pour voir, etc. Faites-le. Ne demandez pas, faites-le. Arrêtez d'être humain puis devenez surnaturel. Ça marche. Moi, quand j'ai voulu voir Marie, j'ai dit, viens faire un tour. Viens faire un tour. Mais chez moi, ça, c'est vrai que c'est un ordre à tous les plans. Quand je me fâche, je dis, tu viens me voir, ça veut dire, tu viens me voir. C'est clair et net. Sauf que je regarde toujours la qualité dans les rêves. Les gens me disent, est-ce qu'on rencontre des bonnes, est-ce qu'on rencontre des mauvaises entités? On ne rencontre que soi. C'est tout. Donc, la relation qu'on a avec notre inconscient. Et être conscient consiste à éliminer l'inconscient pour passer à une conscience qui est totale. En finir avec l'inconscient. Un peu comme ces gens qui regardent la télévision, qui se font hypnotiser par les nouvelles et qui tombent dans le coronavirus. Qui tombent dans toutes sortes d'anxiété. Quand ils sont finis avec l'anxiété, savez-vous, c'est pourquoi? C'est pour en recommencer une autre. Bon. Parce que leur fonction, c'est d'être anxieux tout le temps. Est-ce que je suis assez fâché, là? Bon.
Il y a des gens qui me disaient toujours, fallait fâcher, on aime ça. Ben, moi, j'aime pas ça parce que il y a des gens qui arrivent comme ça, ils me disent, c'est qui ce fou-là, Régis? Bon. Marcel, merci Marcel d'être là. Donc, c'est ça. Il va falloir remettre en question la matière. La chose nommée matière. J'éloigne un petit peu la caméra parce que ça a tendance à... Alors, je sais pas quelle tendance que ça a en fait. Ça a tendance à transformer notre visage en bol de poisson. C'est ce qu'on appelle l'effet grand angulaire. Il n'y a pas véritablement de matière, ce n'est qu'une idée de la matière. Mais l'idée de la matière est comme de la pâte à modeler sur laquelle se modèlent nos pensées. C'est du silly putty. Pourquoi avons-nous un pouvoir sur l'espace, le temps et les événements? Mais justement parce qu'il n'y a pas de matière et que c'est de la pâte à modeler sur laquelle se modèlent nos pensées. Fait que s'il apparaît un coronavirus, ben, c'est simplement une démonstration des peurs collectives auxquelles moi j'en ai rien à foutre. Faites de même, puis il va disparaître de votre vie, même que vous pourriez ouvrir la télévision pour qu'on pourrait cesser d'en parler. Comprenez-vous? Parce que vous pourriez arriver à des moments où on n'en parle plus. Le monde est sans cesse une apparition de nos anxiétés, de notre détermination, aussi de notre volonté. Et pour les gens exceptionnels qui ont atteint une conscience particulière, vivent sous la loi d'exception. La loi d'exception, ça veut dire que la réalité apparaît d'une manière qui est autre, d'une manière qui est différente. C'est-à-dire pour le mieux. Alors, je vais aller voir vos questions. Je pensais pas être enragé comme ça, parce que j'ai pas pris de café caféiné. J'ai pris du café décaféiné. Une chance que j'ai pas pris du café caféiné. Nostradamus a dit, écoutez, Nostradamus a dit bien des choses, hein, a dit que c'était les derniers papes. Je m'en fous. Excuse-moi, moi, que ce soit le dernier pape, j'en ai rien à foutre. Parce que moi, pour moi, le pape, ça n'a aucune importance. OK? Jérémie, là, Jérémie, pas une couture de Nostradamus dit que c'était le dernier pape. Moment serait le dernier. Ah oui, le dernier moment, la dernière fois qu'on va aux toilettes. Bon. Seigneur. Il n'y a rien de dernier, il n'y a rien de premier. Il y a maintenant et toujours. Moi, qu'est-ce que vous voulez? J'ai quelque chose en moi d'éternel. Je le dis pour Vincent Massimo, là, qui est un gars de sport, d'accord? Sur une piste de course, il y a une ligne, c'est écrit départ. Quand on tire en l'air, moi, je fais juste reculer d'un pas. C'est marqué arriver. Il y avait Garfield. J'avais vu Garfield dans une bande dessinée. Et Garfield était étendu dans un hamac, sur une belle plage. Puis il était en train de siphonner un punch, avec une paille. Puis il disait ceci, to be a star, it's a very tough job, but somebody have to do it. Être une star, c'est extrêmement difficile, mais quelqu'un doit le vivre. Et j'ai toujours aimé Garfield, parce qu'il a tout compris que pour arriver à la ligne d'arrivée, c'est pas toujours nécessaire de courir. Il suffit simplement de reculer d'un pas. Grande philosophie. J'ai remarqué que souvent, quand je forçais pour quelque chose, ça fonctionne pas. Donc, je force pas. Moi, je dis pas l'eau, là, je regarde l'eau circuler, hein, qui va se déverser tranquillement dans l'océan. Moi, je suis une chaloupe. Hein. Je suis le courant d'eau. Je suis pas le genre là, qui va me débattre. Là. Non. À moins qu'il y ait un moteur. Moi, je prends le courant. J'ai pas une vie où j'ai créé avec ce qu'on appelle de la matière, qui est une idée. Pensez-vous que je vais créer pensez-vous que je vais me faire violence dans l'effort? Jamais. Maintenant, si les gens commencent à trouver qu'ils vivent dans une société d'esclaves et qu'ils se sentent devenir des esclaves, ben je vais leur dire, passez à la conscience. Parce qu'une société d'esclaves n'est possible que dans la mesure où on y adhère. Moi, je n'y ai jamais adhéré et j'ai toujours fait ce que j'ai aimé. Point final. Faites-en autant. C'est tout.
Les gens vont me dire, oui, mais je suis marié, j'ai des enfants. Moi, j'avais tout décidé à 12, 13, 14 ans que ma vie n'allait pas être ça. Maintenant, si vous trouvez que votre vie est une erreur, changez-la, parce que tous les événements qui vous arrivent ne sont que le salaire de vos pensées, de vos idées. Il n'y a pas... Vous savez, on peut aller loin juste avec une seule question. Il y a très peu de matière, beaucoup de manières. Alors, voilà. Alors, excusez-moi, hein, vos questions, je les passe peut-être un peu trop rapidement. Est-ce que le plan des Illuminati, écoutez, est-ce que le plan, excusez-moi, c'est vrai que est-ce que le plan des Illuminati avec écoutez, les Illuminati, les extraterrestres, là, on va loin, Jérémy, là. Les Illuminati, j'en ai parlé tantôt des extraterrestres, des extradimensionnels, j'en ai déjà parlé. Les Illuminati sont-ils lumineux? Les extraterrestres qui débarquent. C'est parce que là, vous faites des affirmations. C'est parce que vous voyez les choses du point de vue de la matière. Maintenant, la matière est une manière. Comme la représentation de la matière. Je monte dans ma voiture. La représentation de la matière est réelle. Je ne dis pas que la représentation est fausse, mais je dis que c'est comme une pâte à modeler sur laquelle se modèlent nos pensées. Ça ne veut pas dire que vous montez dans votre imagination, malgré que certains philosophes le prétendent. Le plus grand immatérialiste, c'est Arthur Schopenhauer, un très grand philosophe, un hyper-génie, sur lequel que Jung va aller chercher le mysticisme. Évidemment, au grand désespoir de Freud, puisque la première guerre qu'il y a eu entre Freud et Carl Gustav Jung, c'était justement que Jung s'intéressait au mysticisme et au paranormal, et que Freud, sur le campus de l'université, lui a fait une colère en lui disant « Je ne veux pas que vous arriviez ici avec toutes sortes de superstitions. » Qui était sauf que, superstition ou pas, vous allez expérimenter dans votre vie ce que je dis. Tôt ou tard, si ce n'est pas déjà fait, puis vous allez voir que si vous vivez un petit peu de paranormal, que ce soit un petit peu de choses qui défient la matière, ou que ce soit quelque chose qui défie beaucoup la matière, un défi de la matière, c'est un défi de la matière. Ça veut dire qu'il faut que ce soit remis en question notre science au complet. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, le corps, c'est une idée. C'est évidemment que si vous êtes un petit peu anesthésié en attendant d'être euthanasié, il y a beaucoup de monde qui se promène sérieux euthanasié. C'est sûr que vous allez sortir de la représentation du corps, vous allez flotter au-dessus de vous-même, parce que vous habitez un corps, mais on n'est pas un corps. Alors, on flotte au-dessus. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pendant combien de temps qu'on flotte au-dessus? Qui suis-je pour flotter au-dessus? Maintenant, je ne suis plus un corps. Est-ce que je peux choisir les plans où je suis? La pensée voyage à la vitesse beaucoup plus élevée que la lumière. Bref, si l'univers est en moi, il n'y a aucune séparation entre moi et Beltégeuse. Il n'y a aucune séparation entre moi et le soleil. Ceci est une pratique de l'esprit qui amène l'individu à regarder les choses d'un point de vue qui lui permet de vivre une très grande liberté. Et comprendre la magie. Pourquoi? Qu'il y a des individus qui vont placer une photographie de vous sur un coq, puis qui vont donner des coups de poing sur la gueule au coq, ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ça va mal se terminer pour le coq. Comment pensez-vous, en Afrique, qu'ils puissent atteindre quelqu'un? Parce qu'ils jouent avec la représentation de la matière. Maintenant, ça, laissez donc les coqs tranquilles, arrêtez de... Ça ne veut pas dire achetez-vous un coq demain puis commencez à toutes les faire un tout petit peu en mettant la photographie de quelqu'un d'indésirable. D'abord, premièrement, c'est pas des bonnes pratiques. Faites pas des choses comme ça. Là, je vais regarder vos... Mais ça donne une idée que si on se débarrasse de l'idée de la matière comme étant à un absolu, qu'on est libre. Et on est libre même de notre corps, puisque un matérialiste, c'est quelqu'un qui s'identifie au corps en se disant « j'ai un début, j'ai un milieu, puis j'ai une fin ».
Et si on est éternel? Et non pas juste un corps. Alors, et si on pouvait comprendre les extraterrestres en allant en état second et en pouvant les visiter, s'ils n'avaient pas besoin d'ovnis, mais si on les créait plutôt comme une idée pour dire il y a autre chose, si les ovnis étaient une machine à se parler à nous-mêmes, comme tous les gens qui en ont fait l'expérience, qui se sont rencontrés eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui ont vécu exactement la même chose, mais il y a des gens qui ont vécu des choses semblables. Regardez les livres de Jacques Vallée. Plus précisément, également Bertrand Mayhurst. Et vous allez comprendre qu'il faut qu'on se débarrasse de l'idée que la matière est absolue. Elle est une idée, elle est un entendement. Et si nous vivons dans une époque difficile, c'est probablement qu'on ne s'est pas débarrassé des derniers rudiments du catholicisme et de sa maudite culpabilité. La maudite culpabilité qui dit « On est venu au monde pour souffrir, on est venu au monde pour travailler, pour être des esclaves, on est venu au monde... » Et qu'on arrache, mais oui, mais continue à penser comme ça. Une victime a un don absolu. Faire apparaître son bourreau. Alors, qu'on ne vienne pas me dire qu'on se libère de ci, qu'on se libère de ça. On se libère de soi puis de ses pensées très épaisses. Pour passer à une conscience légère, on est fait pour s'amuser. On est fait pour avoir du plaisir. Prenez-en pour votre culpabilité. Pour votre culpabilité. On n'est pas fait pour être malade. Moi, j'avais à un moment donné des grippes en 1990. Ça s'arrêtait plus. J'ai dit, c'est assez. Je n'ai jamais eu une. Les virus ont peur de moi. La représentation va faire un tour ailleurs. J'ai eu peut-être une grippe qui a duré une journée, puis elle a vu, le microbe a vu que je pouvais me fâcher. Il a décidé de mourir très vite. Faites-en la même chose, au lieu d'amener des peurs avec le coronavirus, qui risque de vous donner simplement une mauvaise grippe. C'est tout. Qui veut de ça, une mauvaise grippe? Qui veut de ça renifler? On veut pas ça. On veut pas avoir la picote volante non plus. Je réponds pas à beaucoup de vos questions, là, mais je suis en train d'assommer toutes vos questions. D'un seul coup, je réponds à toutes là. Un autre plan, c'est un autre plan. Ça répond à plusieurs de vos questions. Puis vous êtes obligé de saisir ce que je dis d'une manière intuitive. Parce que si je passe par votre mental, qui est satanique, qu'est-ce que c'est que le satanisme? Et on dit de Satan qu'il est légion. Pourquoi est-il légion? Parce qu'il est divisé, parce qu'il est divisable. Et ce qu'il y a de plus divisé dans l'être humain, c'est sa pensée. Tu ne peux pas rencontrer un autre être humain sans être en désaccord. Pourquoi? Tout le monde veut le bien de l'humanité, mais tout le monde le veut à sa manière. Tout le monde est divisé. L'être humain, c'est un animal divisable, sadique, envieux, qui pense qu'il va manquer de tout parce qu'il ne se sent rien. Il vit au niveau de la matière, il vit au niveau de la limite, il s'identifie à sa limite. Mais voyons! On est fait pour s'amuser, on est fait pour avoir du plaisir, on est fait pour avoir tout. Est-ce que vous croyez que j'ai manqué de quelque chose dans ma vie? Et pourtant, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. J'ai jamais plié une seconde. Je suis la preuve vivante de ce que je dis. Et les gens qui me connaissent le savent très bien. Excusez si c'est parce qu'en ce moment, je fais un film pour Netflix. Puis il n'y a plus de support à la caméra. Alors ça, la matière, là, c'est déjà une chose très, 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 très intéressante. DMG, Hocheline, Michelin, connexion très faible, j'espère avoir plus de chance la prochaine fois. Ben oui, s'il y a des gens qui ont des modems un peu faibles, moi je suis à 400 mégabits seconde, donc le transfert est censé bien se faire. Faites-moi d'un thumbs up si le signal est bon, s'il vous plaît. Si j'envoie une quinzaine, moi à mon avis, oui, il doit être bon comme la dernière fois. Donc, je mise très peu sur la politique. Mais je suis pas un individu qui... Merci, le son est bon, parfait. Merci beaucoup. Je mise pas sur la politique, mais ça veut pas dire que je vais devenir un ignorant de la politique. Moi, j'aime tout. Je m'intéresse à tout. Tout! L'électronique, la mécanique, la physique ordinaire, la physique quantique, là, je vais vous avouer que c'est quand même 12 ans d'études. Hein? Fait que quand les gens me parlent de l'âme, de l'éther, puis de la physique quantique, puis des pyramides d'Égypte, là, je déménage, là, je ne m'intéresse pas. Parce que j'ai dit, oh, ça va être rough, là.
Il y a quelqu'un qui fume un joint. C'est fort, là. Bon. Alors, je vais lire Jérémie, là. Pauline Couture. Bon. Pourquoi c'est écrit Jérémie, puis je vois Pauline Couture? J'ai deux noms différents. Nostradamus a dit que c'était le dernier pape. Je m'en fous. Qu'en ce moment, ce serait le dernier. Je m'en fous. Bon, les chrétiens... Non, les chrétiens vont rester encore un bout de temps quand même. Il y a des gens qui ont besoin de ça, puis c'est correct. Moi, de toute façon, je suis pas un homme qui est fort sur l'Église. Mais j'aime l'énergie du Christ. J'aime ce que le Christ a dit. Je me fous de la religion. Rien à foutre des pères pédophiles, tout le truc. De toute façon, ils n'ont pas tous été pédophiles, il y en avait beaucoup. Mais moi, c'est le Christ qui m'intéresse. En tant qu'individu qui va opérer sur la matière, des gens qui sont malades, qui va opérer sur la représentation, guérir les gens. La lumière christique m'intéresse. Et ça intéressait énormément Marie aussi, qui a été ma compagne pendant des années, qui faisait des peintures extraordinaires du Christ. Qui était une personne qui a joué un rôle important dans ma vie. Pour moi, l'énergie christique, elle est importante. Est-ce qu'on est venu au monde pour aimer? Oui, mais pas de n'importe quelle manière. Ça, c'est une vibration, l'amour. C'est quelque chose. Là. Quand je dis que j'abolis l'impression de la séparabilité et qu'on est tous un, ça, c'est pour vous expliquer la mécanique de l'amour. Mais quelqu'un qui est jaloux, qui est envieux, qui est un peu singe, ça veut dire tout le monde. Comment est-ce que voulez-vous qu'on accède à ces plans-là? Pas facile, cette histoire-là, là. Pas facile, là. Tu viens pour parler à quelqu'un, puis déjà, ça fait même pas une minute, vous êtes en désaccord. Fait que l'impression de la séparabilité, laissez-moi vous dire qu'il est très solide. Maintenant, moi, je trouve ça correct. Je trouve ça correct qu'il y ait de la séparabilité. Je me dis, pourquoi je trouve ça correct? Parce que chez moi, il n'y en a pas. Alors, si deux personnes se pognent, pour moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si quelqu'un veut se pogner, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Pensez-vous que je vais perdre mon énergie à me défendre ou à dire, vous êtes tort, j'ai raison? J'ai pas de temps à perdre. Moi, prenez-moi comme de l'énergie qui circule. Puis s'il y a quelque chose qui fait vibrer votre âme, votre esprit, votre sensibilité, c'est correct. Puis à un moment donné, vous pourrez écouter ça dans 5 ans, dans 10 ans, me dire, j'ai compris une chose, j'ai pas compris le reste. Puis ça prend du temps pour comprendre ces choses-là. La parapsychologie, excusez-moi si ça bouge beaucoup. La parapsychologie, vous savez, je suis conscient de tout, là. La parapsychologie, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un mot qui veut rien dire. Imaginez-vous parapsychologie. La psychologie, on ne sait même pas c'est quoi. La seule chose qu'on sait de la psychologie, c'est que si vous allez voir un médecin ou un thérapeute, les chances de ne pas en guérir sont de 95%. Ça prend du temps. Alors, psychologie, là, bon, puis là, Louis Bélanger, l'Université de Montréal, appelait ça la psychologie. C'est encore plus mystérieux. Si on élimine la matière, ça devient moins... Si on se dit, je vis dans un corps comme représentation, c'est une représentation. Je vis dans une réalité qui est une représentation, puis quand je rencontre du monde, c'est une représentation de mon état d'esprit. Ça, je vais vous dire que ça commence à devenir intéressant. Mais ça, vous pouvez simplement le comprendre quand vous le vivez. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre ça, puis vous êtes tout à fait légitime de dire, ben non, ça n'existe pas ça, c'est pas réel. Comprenez-vous, c'est tout à fait légitime. Parce que je veux pas, moi, un monde qui me croit. Je veux pas, moi, vivre dans un monde qui croit. Je veux vivre dans un monde qui sait. Je veux vivre dans un monde qui est expérimenté. Je veux vivre dans un monde libre. Je veux vivre dans un monde de gens qui ont vécu et qui sont certains d'être certains et dans lequel il n'y a plus aucune espèce de doute. Et à ce moment-là, la vie un petit peu, là, elle commence à valoir la peine d'être vécue. Avant ça, on est identifié au corps. C'est pour ça que je fréquente des gens qui s'intéressent beaucoup au paranormal, mais qui sont terre à terre, qui fonctionnent, qui sont des gens qui sont capables de parler d'ésotérisme, mais qui sont terre à terre. Donc, j'aime beaucoup les scientifiques ésotériques, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas énormément. Mais j'en ai quelques-uns autour de moi. J'en ai même un qui est 2 fois docteur.
que j'ai connu dans mes salles de conférence à 19 ans, 17 ans, et qu'aujourd'hui, il y en a 47. Ça ne me rajeunit pas, mais tant pis pour la vieillesse. Tous les gens vous le diront, rendu un certain âge, pour les plus jeunes, on sent... quand je regarde dans un miroir, l'image, elle s'en va, parce qu'elle est jalouse de moi. Ça a toujours été le cas. Là, ça fait mon affaire. Ah oui, ça, c'est une belle phrase. Ça vient de Gainsbourg, qui disait ceci: pour quelqu'un qui a toujours été laid, malheureusement, je pense que c'est pas mon cas. Pour quelqu'un qui a toujours été laid, il n'y a pas de problème. La laideur a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle dure. Mais honnêtement, vieillir est une sorte d'abomination. De laideur, c'est pas fantastique, mais par contre, je ne reviendrai pas en arrière avec toute la sagesse que j'ai aujourd'hui, puis toute l'expérience, parce que je suis bien à l'intérieur de ce que je suis. Voilà. Je ne reviendrai pas en arrière. On est jeune, mais on est beau, on est ignorant, il y a tout à apprendre. Tu te maries, tu as un divorce, tu as des enfants, tu recommences avec une autre fille, ça ne marche pas. Pensez-vous que je vais recommencer ça? Voyons donc. Une chance. Je savais tellement que je ne voulais pas recommencer ça, que je ne l'ai jamais fait. Parce que probablement que je suis une vieille âme à quelque part, puis j'avais eu des avertissements, j'ai dit je veux pas cette vie-là. Puis tout ce que je ressentais de cette civilisation-là s'est passé. Sans Nostradamus. OK, là, je vais essayer de répondre à vos questions parce que j'ai quelqu'un qui s'en vient d'une minute à l'autre, les consultations. S'il y a des gens qui veulent accéder à mes conférences, c'est 73 €. Vous avez des conférences de 2 heures enregistrées en haute définition. Si vous n'avez pas 73 € là, c'est que je pense que vous n'êtes pas tout à fait intéressé ou pas tout à fait prêt à entendre ce que je vais dire. Ou alors vous avez des gros problèmes financiers, c'est possible. Les secs, c'est ce que les gens ont besoin quand ils sont vides. Voilà. C'est tout. Seriez-vous enclin à croire que la matière est une mémoire? Bien sûr. Un rêve de la séparation. Un rêve est une représentation au même titre que la vie, mon cher Sébastien. Il n'y a pas de différence. Le vécu la nuit est aussi réel que ce que je vis le jour. La preuve, c'est qui met en doute un rêve lorsqu'il rêve. Le rêveur ne remet pas en question l'expérience qu'il est en train de vivre, pas plus que nous remettons en question l'expérience que nous croyons vivre le jour. Voilà, Sébastien. Je vais lire la question. Je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Être conscient, c'est pas... Là, on va se comprendre. Qui c'est qui me pose cette question-là? Bon, je ne veux pas massacrer votre nom, excusez-moi. On parle beaucoup de spiritualité. Moi, je ne suis pas un être spirituel. Je suis un être qui n'a pas de mots. Je n'ai pas de MAUX et pas de MOTS. Je parle, mais j'ai pas de mots. La spiritualité, pour moi, c'est de la politique de l'invisible. Je suis pas spirituel. Je veux juste être bien. Je veux être dans ma sérénité. Je suis dans ma sérénité. Puis je veux que les gens attrapent ça sur mon passage. Bon, c'est vrai que là, j'en demande beaucoup à des gens qui sont uniquement dans le monde matériel, qui s'identifient au corps, puis qui font des jobs, du travail qu'ils n'aiment pas. La spiritualité, pour moi, je m'en méfie. Voyez-vous, je vise une cible. J'ai toujours visé une cible. Être bien ici et maintenant. Le reste est de trop. C'est très simple. Pourquoi? Parce que je vis dans un monde d'idées, de représentation. Et je sais très bien que lorsque je rencontre un être humain, la première chose que les êtres humains ont tendance à faire, c'est vouloir la mort de la conscience de l'autre. Un être humain est un animal qui est toujours prêt à nous sauter dessus psychologiquement. Pour dire j'ai raison, t'as tort. Alors moi, je laisse les guerres intestinales, les guerres philosophiques, les guerres de la civilisation, je les laisse à l'humanité, j'en ai absolument rien à foutre. Je suis bien maintenant. Maintenant, faites-moi sauter un champignon atomique, puis ça se peut que je trouve ça beau. Parce qu'après tout, même si on est gâté en feu d'artifice au Québec, il y en a pas moins qu'on a de très longs hivers.
Faites-le sauter surtout l'hiver, ça va faire fondre la neige, puis ça va peut-être être très beau. De toute façon, je me rappelle d'une bande dessinée d'un couple qui se chicanait parce qu'il jouait au Scrabble. C'est un petit film qui était fait par l'ONF, puis finalement, il y a une bombe atomique qui explose, puis il rouvre la porte, puis il voit toute une belle lumière avec beaucoup d'anges dans le ciel. Il dit, il y a des belles journées, c'est une belle journée aujourd'hui. Ça se termine comme ça m'a vraiment beaucoup touché, cette bande dessinée-là. Alors je ne crois pas vraiment dans l'être humain je crois dans son intelligence. Puis de l'intelligence, c'est d'étudier le paranormal, parce que le paranormal a une fonction, c'est de remettre en question la matière. Puis là, on va s'apercevoir qu'on n'est pas détaché des plans, mais qu'on est tous en interrelation avec les plans. Là, ça va commencer à valoir la peine d'être vécu, la vie. Savez-vous quelle découverte qu'ils ont fait cette semaine? Je regardais ça sur Internet. Ils ont découvert une machine que j'avais prédit en 1994. Ils mettent au point présentement la machine à lire les rêves. Ça, c'est l'aube d'une grande révolution scientifique. Parce que quand on va lire les rêves, qu'on va être capable de voir les images, puis ils sont en train de le faire, là. Ils branchent les électrodes là, un peu partout dans le cerveau, pas à l'intérieur du crâne, là. C'est juste comme un casque. Ça veut dire qu'on va être capable, dans les rêves qui sont enregistrés, de voir qu'on peut voir notre futur. Et ça va être une immense révolution. Parce que quand on va rêver qu'on est capable de voir notre futur, on va comprendre que la matière n'existe pas, qu'il y a simplement des idées et qu'il n'existe même pas d'espace et de temps. Ça va être fantastique. Là, je vais vous dire que ça va renverser la science. Attendez que ce soit au point, ça. Je vous garantis que c'est la claque sur la gueule de la matière. Puis du monde tel qu'on le perçoit, c'est incomplet. Notre science est incomplète. Quand on va commencer à voir qu'on voit du futur, pas juste qu'on voit des images de notre blonde, là, mais qu'on voit du futur, je vous garantis que ça va tout remettre en question. J'attends quelqu'un. J'ai toujours besoin d'un petit peu de repos avant de rencontrer une personne en consultation. Je vous remercie beaucoup pour vos cœurs. Je le sais que j'ai pas répondu à vos questions mentalement, mais j'ai répondu à un autre plan. Puis je pense que vous me comprenez très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous adore. Hey, je veux voir des pouces. Je veux voir ça. Faites-moi apparaître. Faites-moi des signes. Il y a 36 personnes. Et puis, écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qui vous êtes. J'espère que je me suis pas trop fâché à emporter. J'aurais même pas le temps de regarder ça tout de suite. Parce que je m'emporte. Puis il y a des gens qui arrivent. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est un gars de secte! S'il vous plaît, si vous vous aimez, croyez en vous. Puis arrêtez de ne pas vous aimer parce que vous attirez des événements négatifs à la hauteur du manque d'amour que vous avez pour vous-même. Réglez ça. Ça va me faire plaisir. L'autre chose qui va me faire plaisir aussi, si vous vous abonnez à mes conférences, parce que ça me permet de payer mon pain. Ça fait que ça, c'est correct. J'ai demandé un jour à un conférencier qui était métaphysicien, tout comme moi, qui ne croyait pas à la matière, qui avait besoin de 20 $ à l'entrée de sa salle. Je me rappelle que j'étais extrêmement taquin. Alors, je lui ai donné un 20 $ invisible, c'est-à-dire un 20 $ comme représentation, pour assister à une conférence comme représentation. Et il m'a répondu, je vais te frapper, en plaisantant, bien sûr, et tu vas voir la joue enflée comme représentation. Écoutez, le monde des représentations, ça ne finit plus. Je suis heureux parce que je me suis pas donné n'importe qui. Des gens que j'ai rencontrés comme conférenciers au Québec, on a eu la chance d'avoir des conférenciers extraordinaires auxquels certaines choses je vais adhérer, auxquelles certaines choses je n'adhère pas. D'accord? Pourquoi je n'adhère pas? Parce que je ne suis pas un homme de croyance. Je suis un être humain d'expérience. J'ai besoin de vivre pour le savoir. J'ai besoin de vivre une chose pour en être convaincu. Donc, je crois très peu, mais je sais beaucoup. Merci et à la prochaine. Dimanche où je vais être libre, un de ces dimanches. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes charmant.